Joe, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Étant donné la situation actuelle en RDC, comment interprétez-vous la récente escalade, si je peux l'appeler ainsi, à Uvira et au sud Kivu, malgré les accords que nous avons vus ici à Washington, ceux signés à Doha avant à Washington? Comment expliquer cette montée de tension? Écoutez, je pense que symboliquement parlant, le président Trump a élevé ce problème qui dure depuis une trentaine d'années. C'est un précédent qui remonte à l'époque du président Kabila et que le président Tshisekedi a arrêté. Alors, si vous regardez bien, l'escalade s'est probablement produite lorsque les troupes ougandaises ont été introduites au Congo. Et je dirais que cela s'est accéléré à cause de la fermeture de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, une décision rwandaise. Donc je pense que le président Trump a remis ce conflit au centre de l'attention. Et il faut se rappeler que l'accord qui a été signé ne signifie pas que la paix est installée, c'est simplement le début du processus de paix. Évidemment, les Rwandais, directement et avec l'aide du M23, essaient d'avancer autant que possible. C'est similaire à ce que Vladimir Poutine fait en Ukraine, avancer et être agressif avant qu'un règlement négocié n'arrive. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le Rwanda et le M23 qui tentent vraiment d'avancer et d'utiliser leur position militaire comme levier dans les négociations. Et comme vous le savez, il y a plusieurs entités américaines et occidentaux qui souhaitent investir au Congo. Cela va créer un gros problème pour les Rwandais. Sans ces moyens, les Rwandais, le M23, ont dû se retirer parce que les investisseurs américains ont fermé leurs mines. Alors, le Congo est en plein développement économique et je pense que le paradigme doit changer pour tous les pays de la région. Oui, et vous parlez d'investisseurs américains et européens, mais du point de vue du public, beaucoup se demandent quelles sont les causes profondes de la persistance du M23 malgré les cessez-le-feu qu'ils ont signés à plusieurs reprises d'ailleurs. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les relations entre le Rwanda et le Congo étaient bonnes. Le président Tshisekedi avait visité le Rwanda, il dialoguait avec tous ses voisins et il y avait une dynamique positive. Vous devez comprendre que Laurent Désiré Kabila, comme Joseph Kabila, doivent en partie leur arriver au pouvoir à l'Ouganda et au Rwanda. Il y avait donc une sorte d'allégeance, une obligation dans les administrations précédentes. Comme vous le savez, Mobutu a été chassé grâce au rôle décisif des Ougandais et des Rwandais. Bien sûr, l'Angola et les Zimbabwe ont aussi été essentiels pour maintenir les Kabila au pouvoir. Mais le président Tshisekedi, lui, n'a aucune obligation envers l'Ouganda ou le Rwanda. Il n'est redevable de rien. C'est une approche complètement différente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda. Cela a commencé avec le général Kayihura, chef de police. Les dissidents rwandais étaient assassinés de manière étrange en Ouganda et il s'est avéré que Kayihura collaborait avec des éléments rwandais. Ce sont au moins des rumeurs. Alors, cela a créé énormément de tensions. À un moment, des troupes ougandaises et rwandaises étaient face à la frontière et il a fallu une intervention américaine pour calmer la situation. Ensuite, le Rwanda a fermé la frontière, empêchant l'Ouganda d'accéder à Goma comme hub économique. Puis, les Congolais ont signé un accord avec le président Museveni permettant aux UPDF, les forces de défense ougandaises, d'entrer en RDC pour poursuivre les ADF et d'autres éléments liés à l'État islamique. Alors, quand le président Kagame a vu les UPDF s'installer profondément au Congo, cela l'a réveillé. Il s'est dit, cela ne fonctionne pas pour moi. Alors, il y a évidemment des intérêts économiques et je pense que cet épisode a servi de catalyseur pour rallumer ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Oui, exactement. Ouais, et vous avez sûrement appris lorsque le groupe de contact international affirme ouvertement que le Rwanda soutient le M23. Quel impact cela a-t-il sur les efforts diplomatiques entre la RDC, le Rwanda et leurs partenaires internationaux? Historiquement parlant, c'est une tactique très intelligente. Utiliser des groupes armés comme mandataires pour défendre vos intérêts. Alors, en utilisant le M23 ou d'autres groupes rebelles,
rebelles de la région. Cela permet de déconnecter techniquement l'implication directe du Rwanda, mais la réalité, c'est que les États-Unis, les Britanniques et d'autres disposent de nombreuses informations de renseignement prouvant catégoriquement, logiquement, que les forces de défense rwandaises se sont intégrées au M23. Alors, le groupe d'experts disait qu'il y avait seulement 1000 combattants, mais j'ai vu un rapport récemment qui parle de 4000 soldats rwandais dans le Congo. Et ils utilisent un groupe de Congolais marginalisés, dont certains sont d'origine rwandaise. Vous savez que cette région a des populations Hutus et Tutsis qui traversent la frontière depuis des générations. Il y a des gens qui vivent de deux côtés, au Rwanda, en Ouganda, au Burundi. Et le président Kagame, qu'on l'apprécie ou pas, il faut lui reconnaître quelque chose. Il est discipliné, organisé, et depuis 20 ou 30 ans, ils ont réussi à maintenir un contrôle efficace dans cette zone, principalement pour des raisons économiques. Oui, et vous savez, Joe, beaucoup de gens m'appellent d'un peu partout dans le monde pour me demander, me poser cette question, de quel levier disposent réellement les États-Unis pour influencer le comportement militaire du Rwanda dans l'est de la RDC? Écoutez, la réalité est que les États-Unis ont un levier énorme dans la région des Grands Lacs. C'est juste la question de savoir si les États-Unis ont la volonté politique d'imposer et d'exécuter leur pouvoir. Le président Obama a appelé dans le passé le président Kagame quand il jouait sur la limite et lui a dit de reculer. La même chose peut se faire avec l'administration Trump. Alors, Trump est en fonction il y a à peine un an et ce qu'il a accompli en Afrique, d'autres administrations ne l'ont pas accompli en 4 ans. Donc, je pense qu'en élevant ce conflit au niveau présidentiel, cela crée une responsabilité. L'accord vient à peine d'être signé et les Rwandais sont clairement en violation directe. J'ai rencontré des membres du Congrès et du Conseil de sécurité nationale. Tout le monde est pleinement au courant. En ce moment même, des réunions sont en cours à la Maison-Blanche afin de déterminer la meilleure ligne de conduite pour répondre à ces violations liées aux actions du Rwanda. Et comme je l'ai dit, si les États-Unis le veulent, ils peuvent rendre la situation très difficile pour n'importe quel acteur de la région, en particulier pour le Rwanda, qui dépend fortement de l'assistance américaine. Oui, je vois, mais certains me posent cette question chaque jour ici, Joe. Ils me disent, écoutez, Roger, on entend toujours ça depuis 30 ans. Oui, ça va s'arrêter, oui, ça va finir, et rien ne change. Pourquoi les interventions internationales n'ont-elles pas réussi à mettre fin au cycle de violence? Écoutez, pendant 30 ans, il y a eu un précédent, d'accord? Quand le président Kabila était au pouvoir, il y a eu une sorte d'accord. L'Est, je ne dis pas qu'il était dicté, mais on peut dire que l'Ouganda et le Rwanda y jouaient des rôles importants sur le plan économique et sécuritaire. Et à l'époque du président Kabila, il se concentrait vraiment sur le Katanga, les régions du sud. De la RDC. Donc pendant 30 ans, il y a eu un précédent, ce qui signifie que le Rwanda et certaines parties de l'Ouganda étaient autorisées à bénéficier économiquement des ressources du Congo, en partie de manière légitime et une bonne partie par la contrebande. Il y avait donc une sorte de politique du vivre et laisser vivre. Comme je l'ai dit, en particulier Laurent Kabila et Joseph, dans une certaine mesure, leur mandat reposait réellement sur le soutien de l'Ouganda et du Rwanda en termes de sécurité dans la région. Le président Tshisekedi n'a pas cette obligation. Il y a eu une élection, il a gagné, il y a eu une coalition entre lui et le président Kabila pour accéder au pouvoir. Donc, l'obligation envers le Rwanda n'est pas la même. Historiquement, cela a changé. Et bien sûr, les économies mondiales évoluent, elles deviennent plus dynamiques. Et si vous regardez l'incident récent vraiment à Walikali ou à Alpha Mines, une entreprise américaine qui exploite 8 à 10% de l'étang mondial, quand cette mine était fermée, l'administration Trump est intervenue explicitement pour dire au Rwanda et au M23 de se retirer de la zone. Le prix de l'étain est redescendu, le cours d'Alpha Mines s'est stabilisé et on a vu le M23 battre retraite. Donc, c'était un intérêt économique direct qui a fait pousser le Dr Boulos et l'administration à s'impliquer. Et soyons honnêtes,
la demande de minerais stratégiques et critiques aujourd'hui est immense. Le Congo est l'Arabie saoudite de l'Afrique en ce qui concerne ces minerais. Et donc, il va y avoir des investissements occidentaux qui vont entrer en jeu et concurrencer la Chine. C'est donc vraiment dans l'intérêt de l'Occident. Les seuls bénéficiaires de l'instabilité au Congo, ce sont les Chinois. Donc, s'il y a stabilité, cela permet à d'autres investissements occidentaux d'arriver et d'équilibrer les conditions du marché. Oui, et parlons maintenant sécurité. L'ICG mentionne également l'utilisation de drones d'attaque. Comment cela change-t-il la dynamique militaire régionale? En ce qui concerne les drones et cette nouvelle technologie, cela a complètement changé le paysage de la guerre dans le monde entier. Autrefois, les pays occidentaux utilisaient des grandes plateformes coûteuses, ce qui profitait aux grandes entreprises de défense, qu'elles soient américaines, françaises ou britanniques. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des plateformes bon marché qui peuvent produire un impact extrêmement meurtrier. Donc maintenant, ce que cela a permis, c'est une forme de démocratie sur le champ de bataille, ce qui signifie que le plus faible peut désormais rivaliser avec celui qui est considéré comme supérieur. Cela a donc apporté beaucoup de parité sur le champ de bataille. Oui, je vois. Joe, quelles mesures concrètes pourraient garantir le retrait du Rwanda, comme l'exige la résolution d'ailleurs? Je pense que les États-Unis doivent intervenir pour déployer des moyens ASCR. Quand je parle de moyens ASCR, cela signifie que nous devons apporter la technologie satellitaire ainsi que des drones pour surveiller les communications, les mouvements sur le champ de bataille, tenir pour responsables ceux qui doivent l'être. Écoutez, pour les Rwandais, Parce que ça devient, il dit ceci, l'autre dit cela. mais si nos équipements volent dans la zone, nous verrons clairement qui déplace quoi et où. Et les États-Unis le font actuellement. À l'instant même, il y a des moyens satellitaires déployés qui rapportent la situation. Écoutez, il doit y avoir un nouveau paradigme dans la région. La guerre et l'instabilité ont permis le pillage des ressources du Congo. Il y a eu un génocide, comme il y en a eu lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs, il y a eu un génocide majeur de la population bantoue au Congo. Un génocide moderne dont personne ne parle, n'est-ce pas? Tout cela réellement à cause de l'exploitation économique. Donc, il y a deux façons d'aborder cette exploitation. Continuer avec l'instabilité, ce qui profite à la Chine, ou trouver un moyen d'avoir une intégration économique régionale. Écoutez, certaines choses fonctionnent au Rwanda, n'est-ce pas? Donc, la réalité est que vous pouvez développer des actifs miniers au Congo. Le Rwanda possède une bonne infrastructure. On ne peut pas complètement nier que les Rwandais sont efficaces. C'est un endroit très propre. Mais l'idée, c'est que s'ils dépensaient moins d'argent en armes et plus d'argent dans la construction des routes et des infrastructures, je pense que vous verrez toute la région prospérer. Regardez Goma, c'est une ville qui tourne d'elle-même et tout est basé sur les affaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais je pense qu'ils doivent changer cette mentalité selon laquelle les armes sont la manière d'exploiter. Ça doit être les infrastructures, des systèmes bancaires. Et je pense qu'avec le temps, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Congo bénéficieront tous économiquement. Mais le modèle consistant à utiliser la violence depuis 30 ans, cela ne fonctionnera plus. Et vous et moi parlions déjà de ces accords même ici de Washington. Pourquoi les accords de Washington du 4 décembre 2025 et les déclarations de Doha ne produisent-ils pas la stabilité attendue sur le terrain? Selon vous, quel parti viole actuellement le plus ces accords? Bien que j'aime les Qataris, mais je pense que, pour être honnête, l'erreur a été commise à Doha. Je comprends que les Qataris veulent être perçus comme impliqués dans la paix régionale, mais je pense que nous aurions dû intégrer le M23 dans les pourparlers bilatéraux à Washington. Cela aurait été un accord global plutôt que d'avoir deux différents accords. Oui, exactement. Une personne m'a posé cette question. Et je ne suis pas vraiment sûr de la raison. Je sais que les Qataris ont des intérêts économiques au Congo et au Rwanda. Ils ont évidemment des moyens et sont dignes de confiance et ils sont très impliqués d'ailleurs dans d'autres parties de l'Afrique. Mais pour une raison quelconque, je n'ai pas la réponse.
Je pense qu'avec un peu de recul, il aurait probablement été mieux d'inclure le M23 dans les accords à Washington afin de les tenir davantage responsables. La réalité, c'est que je pense que cela a peut-être été une erreur parce qu'ils sont réellement des proxys du Rwanda. Oui, à vous entendre parler, hein, je sens que vous pensez que le mécanisme de suivi et de mise en œuvre prévu par les accords de Doha et de Washington soit réellement suffisant pour garantir leur application effective sur les terrains, n'est-ce pas? Hmm. Écoutez, on ne peut pas aborder cette situation sans évoquer l'aspect humanitaire et la protection des civils. Le groupe de contact international appelle à un accès humanitaire inconditionnel. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui empêchent les organisations humanitaires d'atteindre les populations affectées? Écoutez, au bout du compte, il y a littéralement du viol, du pillage et du saccage dans toute cette zone par le M23. Je pense qu'il serait très difficile et très dangereux pour beaucoup d'ONG d'y aller et d'essayer de stabiliser la situation. Comme vous le savez, l'ONU s'est retirée de la zone. L'ambassadeur italien, comme vous le savez, a été tué il y a quelques années. Donc, si un ambassadeur peut être tué en première ligne, imaginez ce qui peut arriver à quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire. Donc, je pense que cela sera très difficile. Et comme je l'ai dit, il y a des problèmes de famine, d'accès d'eau, de soins médicaux. Donc, c'est assez sérieux. Et quel impact, Joe, ce regain de conflit pourrait-il avoir sur la stabilité de la région des Grands Lacs, notamment compte tenu hein, de la proximité d'Uvira avec le Burundi? Et d'ailleurs, on a appris que le Burundi a fermé ses frontières. Lorsque vous regardez toute la question d'Ouvira, il y a plusieurs raisons à cela. Alors, les Rwandais soutiennent un groupe appelé les Red Tabara qui sont opposés au gouvernement du Burundi. Donc, ils soutiennent ces groupes rebelles au sein du M23. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les Burundais avaient un accord conjoint pour travailler avec les Congolais dans cette zone. Il y avait donc des troupes burundaises et congolaises opérant dans la région. En entrant à Uvira, vous coupez les lignes d'approvisionnement. Donc, maintenant, vous avez des troupes burundaises d'un côté de la frontière et d'autres troupes burundaises, non pas piégées, mais coupées de l'autre partie. D'un point de vue logistique, c'est un mouvement très intelligent et cela permet au Red Tabara d'opérer à Uvira pour cibler Bujumbura. À partir de là, vous irez évidemment selon les mêmes schémas que Laurent Kabila. Vous allez à Kalemi, au Katanga. Je ne pense pas que les États-Unis soutiendraient le renversement proactif d'un gouvernement démocratiquement élu par un voisin. Je ne pense pas que l'Angola apprécierait cela, probablement pas le Zimbabwe ou autre pays. Vous arrivez maintenant à un point où, si vous touchez à la souveraineté du Congo, vous dites qu'il est acceptable de toucher à la souveraineté du Rwanda ou de l'Ouganda. Écoutez, il y a des élections en Ouganda et ils ne se sont pas manifestés. Ils sont en retrait et le président Museveni mène activement sa campagne, ce qui en dit long. Donc, en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des entreprises pour investir et je pense que ces récents mouvements du M23 ont réellement sapé leur propre légitimité dans le sens où, à mesure que les investisseurs souhaitent investir, ils seront perçus comme des obstacles. Comme vous le savez, il y a l'agence Fleuve Congo qui est sanctionnée par les États-Unis pour corruption et terrorisme. Là encore, il s'agit de proxy pour les autres. Donc je pense que même si le Rwanda est impliqué, ils doivent être très prudents parce qu'on atteint un seuil critique, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Belgique. Je pense que les gouvernements vont finir par dire ça suffit. Le président Kagame n'est pas un idiot, il va pousser les limites. Mais je pense qu'à un moment donné, il pourrait aller trop loin et faire face à un retour de bâton. Donc, la réalité, c'est que c'est un peu comme ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a beaucoup d'enjeux et la question est de savoir quel est l'objectif final.
Oui, Joe, vous connaissez plusieurs gouvernements en Afrique et si je vous pose la question de savoir aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner au gouvernement de la RDC aujourd'hui, quel serait ce conseil? Je pense que le président Tshisekedi a eu une visite fantastique avec le président Trump. Je peux vous le dire personnellement et j'ai parlé à des proches du président Trump qui ont confirmé que l'interaction entre les deux a dépassé toutes les attentes. Il y avait une très bonne entente entre eux et vous savez, avec le président Trump, la personnalité compte énormément. S'il vous apprécie, il fera des efforts supplémentaires pour que les choses fonctionnent. Donc je pense que dans ce sens, il y avait énormément de bonnes volontés. Et si j'étais le président Tshisekedi, j'encouragerais de nouveau la promotion des opportunités d'investissement, particulièrement dans les secteurs miniers et énergétiques. Et j'engagerais le dialogue avec tous les voisins. Et je suis certain qu'il y aura probablement une forme de discussion parallèle, les échanges en coulisses avec l'Ouganda et le Rwanda. Mais la réalité, c'est que si les dégâts deviennent trop importants, ils peuvent mettre le président Tshisekedi au pied du mur. Et soyons honnêtes, il y a 110 millions de personnes au Congo. Le Rwanda en a moins. Donc, le balancier aussi toujours vers les extrêmes. La question est donc, lorsque ce balancier revient soudainement en arrière, qu'est-ce que cela signifie pour le Rwanda à long terme? Je pense que les deux pays peuvent travailler ensemble et trouver une manière de coexister, mais cela doit se faire avec équilibre. Et comme je l'ai dit, le paradigme doit changer. 30 ans de génocide, de violence et de pillage du pays, il existe une manière plus intelligente de faire les choses. Oui, et vous parlez de ces hommes d'affaires canadiens, des hommes d'affaires américains, et ça m'amène à la question suivante. D'après vous, qu'est-ce qui peut inviter ces hommes d'affaires dans ces deux pays, soit en RDC ou au Rwanda, et qu'est-ce qui peut les arrêter? En termes d'exploitation minière ou simplement de développement de ressources, c'est incroyable ce que la région possède. Si vous allez à l'est, qui intéresse particulièrement le Rwanda, vous avez du coltan, du tantal, de l'étain, du niobium, du cuivre, du cobalt et du géranium. La liste est longue. De l'autre côté, le Congo et l'Angola ont conclu un accord. Les Congolais produiront probablement entre 600 000 et 800 000 barils de pétrole dans les 5 prochaines années. Imaginez l'Angola produire 2 millions, le Congo produira entre 600 000 et 800 000 barils de pétrole onshore et offshore. Et puis vous avez le lac Tanganyika et ensuite les lacs remontant vers l'Ouganda. Donc il y a une énorme opportunité. Mais rappelez-vous, le capital est comme l'eau. L'argent va là où il n'y a pas de résistance. Donc, si vous allez investir au Congo et qu'il y a de l'instabilité, les investisseurs diront, écoutez, j'irai ailleurs plutôt qu'au Congo parce que mon argent y est plus en sécurité. Et les bénéficiaires de l'instabilité, et je sais qu'il est facile de critiquer la Chine, mais les Chinois sont prêts à y aller, à tenir bon. Vous avez vu au Congo, il n'y a pas longtemps, 10 ou 12 personnes ont été tuées, mais les Chinois continuent d'y aller. L'instabilité bénéficie à la Chine. La stabilité et la paix dans la région bénéficient à l'Occident. Donc, c'est dans l'intérêt des États-Unis, des Britanniques, des Canadiens, des Français, des Belges de voir qu'il y a de la stabilité au Congo. Ainsi, les ressources peuvent non seulement être exploitées, mais développées régionalement. Ouais, et garder toute cette partie-là en sécurité. Ma dernière question, et vous avez déjà parlé un peu de ça, mais je reviens avec cette question. Quelle solution à long terme proposez-vous pour briser enfin le cycle de violence et d'ingérence étrangère dans l'est de la RDC? Je pense que les États-Unis, avec nos alliés, devraient mettre en place une équipe fusionnée, comme cela a déjà été fait par le passé, pour vraiment surveiller la situation. Je pense donc que si les États-Unis étaient plus proactifs dans la surveillance de ce qui se passe, ils pourraient exposer les violations, qu'elles viennent du côté congolais ou du côté rwandais, en identifiant ces personnes, puis en imposant des sanctions. Donc, cela signifie que si les Rwandais le font, alors vous devez les sanctionner. Et peut-être que les États-Unis doivent être un peu plus proactifs dans la formation des Congolais. Au final, donc, à la fin de la journée, il s'agit de responsabilité. Le président Reagan avait dit un jour, faites confiance, mais vérifiez.
Et je pense que c'est la position du président Tshisekedi. Je fais confiance au processus, mais nous devons vérifier. Je pense que la manière de vérifier consiste à faire venir les capacités de surveillance françaises, américaines, pour véritablement surveiller en temps réel. Et lorsqu'il y a une violation, que ce soit le secrétaire Rubio, le président Trump ou J.D. Vance, qu'ils s'impliquent et décrochent vraiment les téléphones pour dire ça suffit. Et je pense, comme je le dis, que les États-Unis disposent d'un pouvoir d'influence considérable et l'Afrique, pendant un temps, a été reléguée au second plan. Mais je pense qu'au vu de ce dont nous aurons besoin à l'avenir en termes d'accès aux minerais et de développement, l'Afrique à l'avenir, ce sont les prochains tigres asiatiques. Mais cela ne se produira que s'il y a de la stabilité.